Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, l'émission où les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie formulent ou reformulent, réfléchissent et partagent leur vision de la décolonisation à travers leurs expériences, leur engagement pour Kanaki. Aujourd'hui, pour cette 15e édition, nous faisons une 3e émission spéciale débrief. Une émission spéciale débrief, c'est une pause que l'équipe de la pause décoloniale s'accorde pour faire un retour sur les dernières éditions produites et diffusées. Une façon pour nous de toujours vous présenter ou rappeler notre ligne éditoriale, parler du back-office, des coulisses de la production de nos émissions et justifier nos choix, vous donner nos impressions, nos sentiments sur ces éditions que nous réalisons et qui nous apportent beaucoup. Alors, je suis Roselyne Macalou, créatrice de cette émission podcast. Et aujourd'hui, j'introduis cette émission débrief conduite et enregistrée le 3 septembre 2022 par les membres de la pause décoloniale, Stéphanie Coulon, Anaïs Douang-Pédika et notre nouvelle contributrice dont la voix a été révélée lors de la 14e édition du 25 août pour l'émission Hommage à Dewe Gorodé. Au programme de cette émission débrief, en première partie, on fait la connaissance de Bouk Kanaki qui a rejoint la team La Pause Décoloniale pour notre plus grand plaisir. Bouk Kanaki est connu sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et fait la promotion des livres océaniens et post-coloniaux. En seconde partie, retour sur les éditions 11 à 14. Alors pour mémoire, être sankariste en 2021, c'était notre édition 11. Nous avions diffusé sur Jido cet épisode du podcast Noir Atlantique de Fania Noël. Pour l'édition 12, c'était Stéphanie qui nous emmenait découvrir Waira Supai, la cyberradio en forêt amazonienne d'Équateur. Elle reviendra sur cet épisode dans lequel elle avait interviewé Samai Gwalinga. L'édition 13 portait sur le thème « Quels outils pour lutter contre les féminicides ?» et c'était Anaïs qui abordait ce sujet en interrogeant Aleida Lourane Pinello. Enfin, édition 14, l'équipe de la pause décoloniale avait fait une édition spéciale hommage Dewe Gorodé. Voilà pour l'annonce du programme de cette émission débrief. On se retrouve juste après. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Pouvez-vous nous en dire plus sur Bouk Kanaki ? Depuis quand avez-vous créé cette page et qu'est-ce qui a suscité cette volonté de créer une page de partage de livres océaniens et post-coloniaux ? Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci, un grand merci à la Poste décoloniale de m'avoir permis de rejoindre cette super équipe en cours de route. Donc, c'est un réel honneur pour moi de faire partie de l'équipe et vraiment merci de me faire confiance dans la part que je peux apporter à mon niveau à l'émission. Donc voilà, Bouk Kanaki, c'est une page Instagram créée depuis plus d'1 an maintenant où je partage de la littérature postcoloniale et d'Océanie. Cette page a récemment été créée sur Facebook. Donc, la littérature postcoloniale, c'est la littérature qui intervient donc dans un contexte postérieur à l'époque coloniale, qui s'intéresse aux questions d'identité, d'aliénation culturelle, de racisme, de sexisme et des questions de la société coloniale. Donc voilà, ça regroupe pas mal de thèmes dans la littérature d'Océanie notamment, et ça concerne toutes les productions littéraires qui héritent d'une histoire de domination coloniale. Donc ce sont souvent des livres écrits avec la langue héritée de la colonisation, donc le français ou l'anglais, qui peut mêler aussi certaines langues locales. Donc voilà, je fais des petits résumés des livres et des citations, de mes citations préférées. D'ailleurs, je me dois, je pense, de saluer tous les abonnés, comme on dit sur les réseaux, même si j'aime pas trop ce terme qui est un peu commercial, parce que pour moi, voilà, ceux qui suivent la page, c'est plus un lien de partage en fait qu'on crée. Dans ma bio, j'ai repris une phrase de Jean-Marie Tjibaou qui est la suivante: le propre de la culture, c'est d'être partagé. Donc voilà, je m'inscris un peu plus dans cet esprit-là. Pour revenir un peu sur la création de la page, elle est survenue à une période en fait de forte conscientisation politique lors de mes études, où j'ai réappris en fait à aimer lire. Je suis un peu construit une bibliothèque de références, de nos propres références qui me parlaient plus, et je me suis dit pourquoi pas les partager autour de moi et de pas les garder pour moi, quoi. Et j'avais fait un constat alarmant en fait, qui était le fait que je n'avais pas forcément lu des auteurs de chez moi à cause de toute la colonialité du savoir qui est perpétrée en fait dans l'espace scolaire. Et il me fallait absolument créer un autre
espace de contestation en fait de ce savoir dominant justement, comme Bourdieu l'appelle la culture légitime, qui correspond en fait au savoir élitiste. Donc comme lire Proust, Victor Hugo ou Baudelaire, pour moi c'était pas ma culture légitime. Et donc l'espace qui est ouvert avec Book Kanaki, ça permet vraiment de partager des lectures qui nous ressemblent un peu plus et à travers lesquelles on se reconnaît, on reconnaît nos réalités en tant qu'Océaniens. Voilà, l'idée c'est pas de rejeter totalement le savoir occidental, pas du tout, mais c'est d'avoir d'abord en partage nos propres références pour mieux apprécier celles des autres en fait. Donc voilà, je me positionne clairement pour une décolonisation des savoirs. L'idée c'était vraiment de créer un espace de transmission horizontale des savoirs et non plus verticale comme le schéma scolaire nous l'impose. Merci Boukanaki, et merci d'avoir remis du coup le compte Instagram au début dans son contexte. Moi, je crois que je vous suis depuis 1 an, depuis la création, et je me rappelle encore de la première fois que j'ai vu le logo et que j'ai vu le compte, et j'étais vraiment trop contente parce que je suivais plein de comptes littéraires sur Instagram à l'époque, mais il y en avait quelques-uns océaniens, mais tous anglophones du coup, et c'est donc pour moi le premier compte littéraire océanien francophone entre guillemets sur Instagram, et j'étais vraiment contente de voir ça. Et de même ce que vous dites par rapport au fait de vous être redécouverte par la lecture, notamment lecture pays et océanienne quand vous êtes partie faire vos études. Moi ça a été la même chose. Et je trouve que c'est assez aussi intéressant qu'il y ait une notion de partir pour pouvoir se découvrir finalement, alors que beaucoup de cette littérature océanienne, on la retrouve même pas dans d'autres espaces que l'Océanie. Enfin, c'est difficile de trouver les éditeurs des fois et d'acheter les livres, ou on les trouve pas forcément tout le temps en bibliothèque en Europe ou en Amérique du Nord, ou enfin bref, ailleurs en fonction de où on fait nos études. Donc c'est un espèce de paradoxe. En tout cas, merci pour cette introduction. Ma question, moi, c'est pourquoi avez-vous fait le choix du nom Book Kanaki? Merci Anaïs. Je crois que tu étais l'une des premières, ou si ce n'est pas la première, à m'avoir contactée sur le compte au tout début de la création de la page. Donc merci pour ça. Pour le nom Book Kanaki, donc ça m'est venu assez naturellement au final. J'ai pas réfléchi longtemps en fait, à vrai dire, pour choisir ce nom-là. Et après, c'est plus au fur et à mesure où je me suis dit oui, il y avait un sens en fait derrière ce nom. Tout simplement, ce sont les livres de chez nous qui sont partagés sur Book Kanaki. Mais pas que, en fait. Ce sont aussi des livres qui peuvent inspirer Kanaki dans sa marche. Donc des livres océaniens, mais aussi internationaux, de peuples en lutte pour avoir une voie littéraire qui est reconnue. Et c'est une manière de contester aussi la volonté consciente quelque part de vouloir cacher ou même ostraciser la littérature kanak. Donc le nom Kanaki, c'est aussi une volonté de marquer l'acte politique de décolonisation par le nom en fait. C'est à la fois pour valoriser la littérature kanak, mais aussi pour affirmer la lutte politique dans laquelle la littérature du Pacifique s'inscrit aussi. Bukanaki, c'est pas que la littérature kanak, c'est la littérature en kanaki et d'inspiration pour kanaki, qu'elle soit océanienne ou internationale. Alors personnellement, moi j'ai découvert Book Kanaki sur Facebook et j'ai adoré l'idée tout de suite en fait. Donc vraiment super initiative et on voit le succès de la page en fait. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui était attendu et qui était nécessaire pour le coup. Book Kanaki d'ailleurs est présent à la fois sur Instagram et Facebook depuis très récemment sur Facebook. Est-ce que le public est différent? Comment ça se passe? En fait, il faut savoir que cette page, c'est notre page à toutes et tous, en fait. Les gens du pays peuvent se saisir, en fait, de cet outil. Donc, j'avais choisi de commencer sur Instagram parce que c'était un format qui me permettait vraiment l'interaction avec les gens. Ça touche surtout un public plus jeune que sur Facebook. On a des gens pas de la même tranche d'âge. Et puis, les publications, il y a un réel échange, en fait, avec les gens qui suivent la page. C'est devenu pas uniquement un partage de livres, mais en fait, un véritable outil de débat, de partage de pensées, d'opinions, de réflexion sur la vision qu'on a de notre île, de notre région, et même la relation qu'on a au monde et à nous-mêmes à travers les livres. Donc c'est vraiment un outil que je voulais que la jeunesse puisse se saisir librement en fait. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, on va plus facilement vers des contenus de
distraction, fun en fait sur les réseaux. Et j'essaye vraiment de rendre le contenu assez attirant pour les jeunes, que ce soit visuellement, mais aussi dans ce que je partage dans les stories. Donc c'est vrai que je me lâche un peu plus sur Instagram que sur Facebook au niveau des stories, parce que il y a des sondages que je peux faire aussi sur Instagram qui permet vraiment l'interaction. Par exemple, quand il y a des polémiques aussi, les jeunes, ils aiment bien le showbiz. Donc quand il y a des polémiques sur certains posts qui sont un peu politiques, par exemple, typiquement une fois, hausse importante de vues. Vraiment là, d'un coup, j'ai eu une montée d'abonnés parce qu'en fait, c'était par rapport à une vidéo qui était assez virale sur les réseaux, qui parlait de la situation coloniale en fait en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et je me suis permise en fait de dire mon opinion. Et donc, j'ai partagé la vidéo et puis beaucoup de gens se sont saisis de cette vidéo pour afficher leur opinion et ça a fait un peu polémique. Donc voilà, par rapport à ça. Et je me suis aussi rendu compte de la notion en fait de responsabilité. Quand tu tiens une page où il y a une certaine jeunesse aussi qui te suit derrière, la responsabilité de ce que tu dis, de ce que tu partages, des choses que tu critiques aussi, elle est importante. Donc au début, je ne m'étais pas vraiment mis cette pression de responsabilité, mais au fur et à mesure que ça monte en puissance, là, je me dis, ah ouais, en fait, ce que tu peux dire, il peut avoir un réel impact en fait sur certaines réflexions et sur certaines personnes. Après voilà, Bukanaki se prétend pas être la page de partage de livres du pays. J'encourage vraiment tout le monde à se saisir de cet outil et puis de faire aussi ensemble. En fait, c'est tout l'intérêt de la page. Donc, à notre humble niveau, voilà, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter? Et on peut toutes et tous participer à la transmission, en fait, de nos propres références littéraires. Au final, Baudelaire, Rimbaud et Victor Hugo, ça va un moment. D'autant plus que certains étaient colonialistes, bref, parenthèse. Mais après, on s'étonne qu'on adopte un paradigme qui n'est pas forcément le nôtre, parce que intellectuellement, même énergétiquement, on se base sur les autres pour faire évoluer nos pensées, nos propres pensées. Donc forcément, au bout d'un moment, à force de calquer nos pensées sur la manière de penser des autres, on s'éloigne de nous-mêmes. Donc voilà, cette page doit servir à la jeunesse du pays d'être pleinement fière de notre héritage culturel et de ce que nous sommes. Aussi, changer la narrative qu'on voit sur nous-mêmes en se basant sur ce qu'on dit de nous et non ce que sur les autres peuvent dire de nous. Alors, moi, je trouve intéressant ce que vous venez de dire par rapport à la responsabilité de ce qui est partagé et de l'impact. Et c'est quelque chose que j'aimais bien et qui m'a plu avec Bukanaki depuis le début aussi. C'est que bien que ce soit un conte littéraire, de littérature, vous n'avez pas peur de prendre position et de parler de vos positionnements politiques. Là, vous avez parlé de cet exemple par rapport à cette vidéo, je crois, qui était une vidéo de survie. Et aussi que vous parlez du fait que c'est le conte, c'est la page de tout le monde et que vous avez quand même des valeurs de dialogue et collaborative. Vous avez certains des livres et des résumés qui sont publiés par d'autres personnes qui vous suivent. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est des valeurs qui sont similaires à celles de la pause décoloniale, notamment le dialogue, la collaboration, de faire quelque chose de collectif. Et donc, ma prochaine question, ça serait de rappeler que l'émission de la pause décoloniale contribue à donner une voix au chapitre des femmes Kanak d'Océanie et d'ailleurs. Donc, est-ce que Bukanaki s'inscrit également dans cette démarche, du coup? Totalement. Pour le coup, je dirais que Bukanaki, c'est vraiment une belle aventure humaine parce que il y a plusieurs contributrices qui ont déjà partagé leur lecture. Donc, gros merci à elles et notamment aussi le logo de Bukanaki a été créé par une femme kanak, donc Lina Wakaseu. Merci aussi à elle. Donc voilà, c'est Bukanaki, c'est plusieurs femmes aussi qui sont derrière. Et c'est vrai que c'est tout l'esprit aussi dans lequel s'inscrit la page. En mettant en valeur un livre, j'essaye aussi toujours de revenir sur l'auteur du livre, surtout quand c'est une femme, parce que voilà, l'époque où on mettait anonyme sur des œuvres de femmes, ça devrait être fini aujourd'hui. Et je pense aussi à par exemple, George Sand, cette écrivaine française qui avait emprunté un nom d'homme pour pouvoir être publiée.
ou même aussi Paulette Nardal, cette femme de lettres martiniquaise qui est à l'origine du concept de la négritude. Voilà, on a des femmes qui sont derrière des concepts et qu'on ne met pas assez en valeur. Donc, l'idée aussi de Bukanaki, c'était de mettre en valeur, à l'honneur, ces femmes d'Océanie, comme Dewego Rodé, qui nous a récemment quittés, Isa Ruala, Grace Mera Molissa du Vanuatu, Julie Makini des îles Salomon, Sia Figuel de Samoa, ou encore Tita Uapeu de Polynésie. Donc voilà, il y a plusieurs voix de femmes qui m'inspirent, que ce soit au niveau du pays ou au niveau régional, ou même international, avec Angela Davis, Bell Hooks. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là que Bukanaki s'inscrit. Bukanaki semble aussi avoir une autre casquette avec un compte associé qui est celui de tresseuse de mots sur lesquels vous partagez des écrits, des poèmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce compte? Oui, c'est une page où pour l'instant je partage des écrits. Enfin, je trouvais triste de laisser mourir un peu sur le papier certains écrits et de pas les partager. Et tresseuse de mots, c'est parti d'une volonté d'allier en fait le geste du tressage à la parole. Voilà, à défaut de pouvoir tresser le pandanus ici en France, voilà, ma pratique à moi, c'est de tresser les mots. Le sens un peu de ce projet, c'est pouvoir à rajouter aussi un S à tresseuse avec les femmes qui sont aussi derrière Bukanaki, et elles puissent aussi partager ce qu'elles écrivent, parce qu'elles écrivent aussi, de partager des écrits qui dénoncent plusieurs thèmes, en fait, la colonialité, les violences faites aux femmes, l'alcool, enfin plusieurs thèmes. Voilà. Et ça m'a fait penser justement à l'épisode avec Yvette Danguigny sur le tressage. Ça m'a fait sourire parce que c'est assez aligné avec l'esprit aussi de tresseuse de mots. Bukanaki, du coup, c'est plus le côté lecture et tresseuse de mots, c'est plus le côté écriture. Voilà, c'est un peu ça, parce que je me suis dit, on lit beaucoup, mais Bukanaki lit beaucoup, mais écrit aussi à côté. C'était une manière de pouvoir partager ça avec tout le monde, quoi. Comme Rosie l'a rappelé en début d'émission, Bukanaki a dévoilé pour la première fois sa voix à ses abonnés ainsi qu'aux auditeurs et auditrices de la Pause décoloniale lors de notre dernière édition, qui était une édition spéciale, hommage à Dewego Rodé. Pourquoi avez-vous eu envie de rejoindre l'aventure de la Pause décoloniale, qui est une émission engagée, et qu'est-ce qui a particulièrement suscité votre intérêt pour ce projet? La première fois, c'est toi, Anaïs, qui m'en a parlé pour la première fois. Et je me souviens, le tout début, j'étais super contente de savoir que ce genre d'émission était créé. J'ai tout de suite été alignée en fait avec le sens qui était donné à l'émission, la vision décoloniale et en plus féministe. Donc c'était le parfait combo, quoi. Surtout que ça correspondait un peu déjà à l'esprit que je voulais donner à Bukanaki. Donc c'était vraiment le genre d'initiative auquel on a envie en fait de s'associer, et surtout toujours dans la démarche de faire ensemble plutôt que de faire des choses individuellement. Là, on porte les mêmes ambitions, les mêmes visions, donc autant rejoindre des initiatives à laquelle on est complètement alignés. En tant que Bukanaki, qu'est-ce que vous aimeriez apporter à l'émission justement en tant que nouvelle chroniqueuse littéraire aux côtés d'Anaïs? Déjà, je suis hyper contente de pouvoir faire ça avec Anaïs. À mon niveau, toujours avec elle, et des fois on le fera séparément, mais pouvoir faire des chroniques littéraires sur des livres d'Océanie. C'était aussi la volonté de Bukanaki à ce niveau, pouvoir continuer à partager voilà ce qui m'a nourri intellectuellement, mais aussi émotionnellement de ce qui est retranscrit à travers la littérature, et surtout des auteurs femmes autochtones avec de vrais sujets, traitent de réalités qui nous ressemblent encore aujourd'hui, à tout l'enjeu des nouvelles chroniques littéraires à venir. On y travaille. Vous parliez tout à l'heure de l'émission avec Yvette Danguigny. Est-ce que certaines de nos éditions vous ont particulièrement marqué? Et si oui, lesquelles et pourquoi? J'avoue, c'est une question difficile parce que j'ai vraiment aimé toutes les éditions en fait, sans exception. Mais c'est vrai que gros coup de cœur avec l'émission d'Yvette Danguigny qui fait directement écho au projet Tresseuse de mots, et également l'émission avec Présence Kanak où je me suis retrouvée complètement alignée avec leur vision de marquer en fait la présence Kanak sur Internet. C'est un peu aussi que je projette avec Bukanaki, et qui est aussi de dire que le récit doit se faire par nous et pour nous. Enfin, ça me fait penser à une phrase qui m'a beaucoup marquée dans le livre de Tita Uapeu,
dans son livre Mutisme, reprends tes mots et là tu reprendras ta terre. Et en fin de compte, oui, la parole, elle est reliée à la terre, c'est comme une boucle. Et en fin de compte, le fait de pouvoir dire par nous-mêmes sur Internet, c'est aussi une manière de dire qu'on est bien ancré sur la terre qui nous porte, quoi. On va passer à la partie plutôt décolonisation et féminisme, qui sont un petit peu les deux piliers de la pause décoloniale. Quelle définition donnez-vous respectivement aux termes décolonisation et féminisme? Décoloniser, pour moi, c'est en fait décoller la peau coloniale qu'on a sur nous et en nous. Pour moi, ça va plus loin, c'est se réapproprier en fait notre peau originelle, la régénérer, la réinventer. Ça me fait penser à la préface du livre des damnés de la terre qui est écrit par Sartre, où il dit qu'il faut qu'on extirpe le colon qui est en chacun de nous. Et en fin de compte, oui, on a un peu de bout colonial en nous et qu'il faut savoir déceler et l'extirper au même niveau que la pensée patriarcale qu'on rencontre partout en fait dans notre société, qui est ancrée en fait dans chacun de nos mécanismes ou qui est en nous sans qu'on y prenne garde. Et quel lien vous faites entre ces deux termes, du coup, décolonisation et féminisme? Pour moi, c'est au même niveau. De la même manière qu'il faut décoloniser les savoirs, il faut aussi dépatriarcaliser, si on peut dire, les pensées, les comportements. Il faut avoir conscience en fait que tout autour de nous est patriarcal, comme tout autour de nous est aussi colonial dans la société coloniale dans laquelle on évolue. Donc voilà, pour moi, ces deux termes sont très liés. La perspective décoloniale du féminisme, c'est justement penser le féminisme à partir des spécificités historiques et politiques des sociétés elles-mêmes, que se réapproprier ce mot aussi. Féminisme, ça veut dire quoi? L'idée, c'est pas de faire de la récupération conceptuelle du féminisme occidental, mais de se saisir en fait de ce concept et de se dire qu'on a notre propre vision de la lutte féministe aussi. Ce sont des questions auxquelles Anaïs et moi avons répondu dans notre présentation, justement, dans les précédentes éditions Débrief. Et alors, est-ce que vous vous inscrivez dans un type de féminisme en particulier? Oui, c'est vrai que j'avais réécouté le débrief, vous en aviez parlé et enfin, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Pour moi, est féministe celui ou celle qui ne le dit pas forcément, mais qui agit en ce sens. Féministe, je dirais que oui. Enfin, je me mets pas cette étiquette-là, mais j'espère l'être au moins par mes actes. Et ça, c'est un autre défi, on va dire. Merci beaucoup, Boukanaki, pour toutes ces informations à votre sujet. On vous découvre et on va vous découvrir et à travers votre page et aussi à travers, du coup, les émissions de la pause décoloniale. C'est une émission débrief, donc on va revenir un petit peu sur les éditions 11, 12, 13 et 14 de la pause décoloniale. La 11e édition, elle a été diffusée le 14 juillet. On a choisi de mettre en avant un épisode de Noir Atlantique, du podcast Noir Atlantique, qui s'intitulait « Être sankariste en 2021 », puisque l'émission a été diffusée en 2021. Est-ce que vous l'avez écouté, Boukanaki? Donc oui, j'ai bien écouté ce podcast qui était vraiment intéressant parce que ça pose aussi la question de quel héritage sankariste on a aussi en Kanaki Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des convergences de lutte aussi à avoir avec le panafricanisme dans son ensemble. Serge Bayala, donc qui est intervenu, a aussi pointé du doigt plusieurs problématiques qui sont communes avec le pays. Ça montre aussi qu'au Burkina Faso, qui est un pays indépendant aujourd'hui, la question de la décolonisation des mentalités, elle se pose toujours, en fait. Parce que c'est pas mal d'avoir cette perspective un peu internationale et panafricaine pour la lutte de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et pour la 12e émission, Steph avait interviewé Samay Golinga, qui est une militante quechua du village de Sarayaku en Équateur, notamment sur le thème du cybermilitantisme et par rapport à la radio Waira Supai. Steph, si tu veux bien nous en parler. Oui, alors ça, c'était une super émission à faire. On s'est contacté via Facebook, Magie de la technologie. Donc, on a parlé de Waira Supai. Donc, Waira Supai, déjà, ça veut dire l'esprit du vent. Et en fait, c'est une radio qui leur permet de conserver leur savoir, être dans la transmission également et le partage, parce que c'est une cyber radio, donc on peut l'écouter absolument partout et notamment ici au pays.
Il y a eu beaucoup de concepts qui ont été abordés, donc des concepts Kichwa, qui est donc la culture de Samaï, avec notamment les concepts, la cosmovision du Kausak Sacha ou encore le Sumak Kausai, qui est la vie en harmonie avec la nature. Alors, quand je dis ça, il faut écouter le podcast parce qu'elle l'explique tellement mieux que moi, mais ça permettait de vraiment se rendre compte que, enfin, ils sont vraiment de l'autre côté du Pacifique, en fait, pour nous. C'était très intéressant de se rendre compte que beaucoup de leur cosmovision, justement, se retrouvent aussi en même temps un petit peu chez nous, quoi. Donc voilà, encore une fois, une super émission à faire, une super émission à écouter. Enfin, je l'espère pour les auditeurs, mais pour le coup, j'ai eu quelques retours et ils étaient très contents. Notamment sur la fin de l'interview, en fait, au moment de la conclusion, elle a eu un enfant il n'y a pas très longtemps, donc le petit, il avait, je crois, 2 mois. Au moment de l'interview, il y a quelques mois, on l'entend babiller dans le micro et du coup, ça a donné vraiment une impression voilà, elle était vraiment à côté de nous. Je crois qu'elle donnait le sein enfin, elle nourrissait son bébé, donc on entendait le contentement du bébé. C'était vraiment, on était avec elle, quoi. Oui, c'était vraiment familier, c'était bien. On va passer à présent à l'édition numéro 13 de la pause décoloniale, qui était consacrée au féminicide du fait de l'actualité ici au pays, triste actualité qui s'était déroulée. Et Anaïs, vous avez pu interroger Aleida Lujan Pinello. Oui, donc Aleida Lujan Pinello, et elle est chercheuse et doctorante en Finlande. C'est là où on s'est rencontrés, on est collègues. Son projet de recherche, ce sont les féminicides en Allemagne. Elle est chercheuse, donc elle mexicaine de Oaxaca, et elle a un projet intéressant parce que du coup, elle met en relation ces différents espaces et contextes sociopolitiques qui sont le Mexique ou en tout cas l'Amérique latine et l'Europe, et dans le cadre de son projet, l'Allemagne. Donc elle est venue nous parler de l'importance de collecter des données sur les féminicides. Elles, leur site internet à son collectif qui collecte des données sur les féminicides en Allemagne s'appelle Feminizimap. Et notamment, enfin, le point qu'elle amenait très souvent, c'est que quand on veut mettre en place des politiques publiques contre les féminicides ou contre les violences de manière générale, il faut avoir des données. Il faut que ces politiques publiques, elles soient informées par des données. Donc, c'est important de collecter ces données-là. Donc, elle nous a parlé un petit peu de son projet, elle nous a parlé un petit peu de la dimension géographique de la collecte de ces données, et elle nous a aussi parlé de certains stéréotypes qu'on retrouve notamment dans les recherches sur les féminicides, où notamment on retrouve le fait que des hommes issus de minorités sociales, donc minorité sociale, ça ne veut pas dire une minorité nécessairement numérique, mais ce sont des personnes qui sont marginalisées dans la société ou discriminées, où les hommes issus de minorités sociales sont souvent accusés de violence plus que les hommes dominants de la société. Donc, on avait parlé de ça par rapport aux hommes migrants en Allemagne qui étaient souvent accusés de violence et de féminicide en Allemagne, et alors que les hommes blancs allemands ne l'étaient pas, alors que ça ne reflète pas forcément les données sur les féminicides en Allemagne. Ou en tout cas, elle disait on n'a pas de données pour pouvoir affirmer que c'est le cas. Donc là, c'était assez intéressant. Donc c'était aussi un entretien intéressant à faire par rapport à la situation du pays, et ça a amené peut-être à réfléchir à ce qui peut être fait au niveau pays par rapport à la collecte de données. Qu'est-ce qu'on sait effectivement des féminicides en Kanaki Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qu'on sait et quels outils on a pour combattre les féminicides, et est-ce que ces outils sont basés sur des données? C'est un interview intéressant par rapport à ça. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant à écouter. On comprend dans l'interview que quand même le début des mouvements contre les féminicides, en fait, c'est vraiment des mouvements de citoyens. J'allais ajouter, c'est ça qui était fort, parce qu'elle disait que notamment à Oaxaca, en tout cas le mouvement contre les féminicides, ce sont souvent à Oaxaca et dans d'autres villes mexicaines, ce sont des mouvements qui ont été commencés par les mères des victimes, les sœurs. Ce sont des mouvements citoyens à la base. Et elle disait aussi que Feminizimap, donc son projet de collecte de données en Allemagne, c'est aussi un mouvement citoyen, parce qu'elles ont commencé ça en tant que chercheuses. Elles n'étaient pas affiliées à quoi que ce soit au début. C'est quelque chose qu'elles ont commencé parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait un manque en fait par rapport à ça, et elles se sont mises en collaboration, en collectif en fait, pour pouvoir collecter ces données. Donc même sa collecte de données, c'est quelque chose de citoyen à la base.
À présent, on va parler de notre dernière édition, l'édition 14 de la pause décoloniale, où on faisait, c'était une émission hommage, une très belle émission, très spéciale, hommage à Dewe Gorodé. Donc, c'est la première émission dans laquelle on a entendu Bukanaki en tant que contributrice de la pause décoloniale. Et l'émission a commencé sur une interview qu'on a réinterprétée, une interview de Dewe Gorodé, interviewée par Suzanne Ouney, que j'ai interprété, et Dewe Gorodé est interprété par Bukanaki. Comment a été l'exercice, Bukanaki? C'était une émission hommage qui nous tenait vraiment à cœur avec toute l'équipe. L'exercice de faire la voix de Madame Dewe Gorodé était assez difficile parce que, étant donné son départ la semaine précédente, c'était assez compliqué d'être sans émotion en fait, ou même avoir la responsabilité, on va dire, du poids des mots parce qu'ils sont forts. Et je pense que on a essayé en tout cas de faire honneur à sa pensée révolutionnaire et à la fois aussi à l'émotion qu'elle retranscrit au bout de sa plume avec ses poèmes. Donc moi je trouve que c'était une belle émission. Franchement, je sais pas vous les filles, mais je trouve que c'était un bel hommage. Alors, on arrive tout doucement, malheureusement, à la fin de cette émission débrief de la pause décoloniale. On a entendu certains retours sur nos émissions d'avant, et on va finir avec les prochains thèmes et les prochaines formes que pourrait prendre l'émission. On va commencer avec vous, Bukanaki, en tant que nouvelle contributrice. Qu'est-ce que vous nous préparez? Là, prochainement, à l'occasion du Salon du Livre Océanien, on avait pensé avec Anaïs à pouvoir faire un nouveau format, en fait, à vous proposer, donc sous format de discussion sur un livre océanien qu'on vous laissera découvrir. On laisse un peu de suspense, mais voilà, ça sera sous forme de discussion, donc plus à mettre sur la plateforme podcast, donc YouTube. Ça sera l'occasion d'aborder un peu plus de contenu océanien au niveau régional pour la pause décoloniale. Donc on a hâte de vous proposer ça et d'attendre vos retours. Super. Et Anaïs, alors, à quoi on peut s'attendre pour les prochaines éditions? Quand on regarde l'évolution de l'émission, on avait commencé l'émission en invitant surtout des femmes et des personnes du pays, donc plutôt locales. Ensuite, dans cette deuxième partie de l'émission, on a invité plus des personnes internationales. Donc, on avait Samaï Gwalinga d'Équateur, Aleida Lujan Pinelo, qui est mexicaine mais qui travaille en Finlande et en Allemagne. On a passé le podcast sur Thomas Sankara, donc du Burkina Faso. Donc, c'était un peu plus international. Et je pense que dans la prochaine partie de l'émission, on va mixer un petit peu entre invités du pays qui vont parler de questions de pays, ainsi que régionales, la région Océanie, et internationale. Donc, on va faire un peu un mix de tout ça. Donc, je pense que c'est ce à quoi on peut s'attendre pour les émissions à venir. Avec notamment une émission aussi sur le féminisme hawaïen, avec Marie-Lou Mahé, qui a écrit sa thèse de master sur le féminisme hawaïen. Donc, vous l'avez entendu, chers auditeurs, encore un super programme pour la pause décoloniale. Anaïs, est-ce que vous avez un mot pour nos auditeurs pour conclure cette émission? Le même mot que dans le dernier débrief. Merci en tout cas de nous écouter. Merci à ceux et celles qui partagent les vidéos, le podcast, qui nous écoutent et puis qui commentent aussi, parce que c'est important pour nous d'avoir du feedback et de savoir comment les thèmes sont reçus. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous faire des propositions de thèmes pour les entretiens, pour les interviews, ainsi que les chroniques littéraires, et nous proposer des formats différents. Voilà. Merci beaucoup. Et vous, Steph, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs ? Je vais pas être très, très originale non plus. Je vais faire comme vous, Anaïs. Merci beaucoup à nos auditeurs. Merci de leur fidélité. Merci de leur intérêt pour les émissions, pour la page, pour la vision qu'on véhicule. Merci à tous nos invités également. Merci à Noir Atlantane et à Noël de nous avoir donné la permission de diffuser un de leurs épisodes. C'est vraiment toujours un vrai plaisir de pouvoir faire ces émissions ensemble. Je pense que ça se ressent aussi à l'écoute de nos podcasts. Donc voilà. Donc juste merci, un grand merci
merci. Et on va laisser le mot de la fin à Book Kanaki. Donc oui, Oleti, encore une fois, à l'équipe de la Poste décoloniale, de m'avoir permis d'intégrer ce bel espace de partage. Je suis très contente de pouvoir faire partie de l'aventure. Et également un grand merci à tous les abonnés donc de Book Kanaki et à tous les auditeurs et auditrices également de la Poste décoloniale de nous écouter et de nous découvrir à chaque émission. Et comme on l'a rappelé au cours du débrief, ce sont des espaces de partage et de transmission horizontale, donc faut pas hésiter à se saisir de cet outil pour pouvoir partager, échanger avec l'ensemble de l'équipe. Donc voilà, et à bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles chroniques qui, on l'espère, vous plaira. Voilà, une 15e édition spéciale débrief enregistrée le 3 septembre 2022. Merci aux membres de la Pause décoloniale, Stéphanie, Anaïs et Book Kanaki, que nous avons eu le plaisir de découvrir. La prochaine édition, c'est le 22 septembre. Et en attendant, je vous invite à retrouver nos éditions sur notre chaîne YouTube, sur SoundCloud et aussi sur le site Présence Kanak. Nous avons également une page Facebook, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous rendre sur la page Facebook et Instagram de Book Kanaki, découvrir les livres océaniens et post-coloniaux. Merci à Jido pour la diffusion de cette édition et je vous retrouve donc le 22 septembre pour une nouvelle pause décoloniale. À bientôt.